et il roule brillamment sur du caoutchouc. Oh, eh bien, c'est ce qui est le plus important. Je veux dire, je ne sais pas, mais pour beaucoup de gens, c'est probablement le cas. Salut, c'est moi, Andrzej, chaud de Yamaha R7. C'est vraiment chaud parce que je suis littéralement sorti de la piste et ils ont dit nous sommes prêts pour le stand-up. Qui est-ce le premier? Andrew, viens. Je dis oh, écoutez bien. Dechka reste tranquille. Eh bien, ce sont les normes. Mais la Yamaha R7, qui est en fait une MT-07 en carénage, mais pas tout à fait. Je vais commencer par dire que Yamaha a précisé dès le début, il ne s'agit pas de faire référence à la légendaire R7, la 750. Non, c'est juste qu'on ne pouvait pas appeler cette moto autrement. Mais pourquoi existe-t-elle en fait? Elle existe pour maintenir en vie la catégorie Supersport, tout simplement. Les messieurs nous ont montré de jolis graphiques illustrant comment, en 20 ans, les ventes de motos Supersport se sont effondrées, c'est-à-dire dans leur cas, la R1 et la R6, avec une chute d'environ 77%, mais à un certain moment, ils ont introduit la R125 et la R3. Et cela montre que le segment Supersport a recommencé à vivre dans leur tableau, ce qui permet de continuer à développer des projets avec des motos comme la R1, la R6 et ainsi de suite. Bon, pour la R6, on verra bien comment ça va se terminer au final. Mais si la demande ou l'intérêt pour la R125, la R3 apparaissent et que l'intérêt pour la R7 se manifeste aussi, alors les Airki continueront d'être produites et peut-être que nous aurons encore des extras encore plus sympas. Peut-être une R9, ce serait vraiment très intéressant, mais la moto elle-même. Au début, j'étais assez sceptique, comme c'est souvent le cas. Je me demandais comment il se fait que Yamaha fabrique la R7 et comment elle peut exister alors qu'il y a déjà l'Aprilia RS 660 qui, avec une cylindrée plus petite, offre plus de puissance, une électronique avancée, un quick shifter pour monter et descendre les rapports, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après un essai sur route, je me suis dit que ça n'avait vraiment aucun sens parce que, mais attendez, il se pourrait bien qu'il y ait un rebondissement. Le fait est que sur la route, je roulais avec cette moto et je me suis dit, d'accord, la position est assez sportive, car la position de conduite de cette moto est bien plus proche de celle de la R6 que de la R3. Et par exemple, moi j'adore la position de conduite sur la R3 parce qu'elle est très confortable. Tu peux utiliser cette moto au quotidien et t'amuser tranquillement avec. Et quand tu vas sur circuit, ça va, c'est tout simplement correct. Ici, je roule et je me dis, mince, pour moi c'est un peu trop sportif au quotidien, mais ça c'est mon avis. Moi je suis un flemmard qui roule au quotidien en scooter, donc au final, la position de conduite sur cette moto, je vous laisse simplement l'évaluer vous-même, parce que je ne veux influencer personne. C'est plus confortable que sur la R6, c'est tout simplement sportif, mais ce qui ne m'a pas plu au début, c'est qu'on roulait avec cette moto et c'était un peu mou. Parce que tu prends les virages et quand il y a des irrégularités, bouh, bouh, ça tangue. C'est tout mou, même si la moto a une suspension inversée à l'avant, réglable. Même les freins sont radiaux. Bien sûr, le maître cylindre est radial, tout est correct, mais tout ça reste mou, un peu comme de la guimauve. Et je me suis dit, bon sang, on va aller sur le circuit. Je savais qu'on allait rouler sur le circuit avec des Bridgestone de course. Oh, toujours chaud. R11 et je me suis dit, oh merde, ça va être pareil qu'avec la R3, que quand on met des pneus de course, c'est déjà boum, boum, boum. Avec la troisième vague, on entre dans le virage et tout d'un coup, on éclate. Surprendre. Il s'est avéré qu'ils étaient juste comme ça. Ils ont réglé la suspension pour la route, si confortable. Parce que, soyons honnêtes, c'est une moto pour les gens qui commencent vraiment leur aventure avec des motos plus grosses. Ce n'est pas une moto pour ceux qui roulaient autrefois en R6 et qui se disent soudainement, bon, maintenant je vais prendre une R7. Non, ce n'est plutôt pour ceux qui viennent d'une R125, d'une 300 ou d'autres, par exemple des naked bikes, parce qu'ils ont envie de quelque chose de plus sportif, de plus rapide, et avec une certaine protection contre le vent. Pour moi, c'était tout simplement trop mou sur la route, mais il s'est avéré qu'on est venu ici sur circuit et je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Mince, on fait la première session et je me dis, mince, cette moto accroche, elle est stable. On fait la deuxième session, on roule plus vite et cette moto reste toujours aussi stable. On fait la troisième session et là, on roule tout simplement parce que je suis sorti derrière Renault qui a couru pendant de nombreuses années. Maintenant, il aide Yamaha à développer des motos. En plus de ça, il est aussi mécanicien et maintenant, le jeune il nous a dépassés et Reynolds s'est lancé à sa poursuite. J'essayais de m'accrocher derrière eux et vous savez, je faisais quelques erreurs et la moto a un peu tangué, mais elle se stabilisait rapidement. Je me dis, mince, c'est incroyable que ça fonctionne comme ça, qu'on puisse régler la moto de façon souple pour la route et qu'elle soit suffisamment rigide sur circuit. Parce que
Vous savez, on sent toujours qu'elle reste une moto assez souple sur la piste, mais l'essentiel c'est qu'elle reste stable, donc on n'a pas à se battre avec elle. Il se balance très facilement dans les virages et j'ai vraiment été très impressionné. Et c'est pareil pour les freins. Ils sont un peu mous parce que vous savez, encore une fois, ce n'est pas une moto purement sportive parce qu'il ne faut pas qu'elle ait des freins trop agressifs, trop mordants dès la première pression. Parce que pour ceux qui apprennent à conduire, ce ne serait pas du tout confortable. La moto donnerait des à-coups. Donc tout simplement, les freins sont un peu mous au début. Mais quand on appuyait plus fort sur le levier sur circuit, eh bien ça freinait et tout allait bien. L'embrayage anti-dribble fonctionnait vraiment très correctement, car c'est par exemple une différence entre la R7 et la R7. Ici, nous avons un embrayage anti-dribble. L'ABS, bien sûr, m'énerve parce que je préférerais le virer. C'est possible de le faire, mais bon. On peut rouler longtemps, mais j'y reviendrai dans un instant. Mais vraiment, en partant d'une cinquième bien poussée, il y avait plus de 200. Paf, 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 3 vitesses, il partait en glisse, il s'engageait dans le virage. Une fusée, je me suis vraiment beaucoup amusé. Bien sûr, la puissance. Écoutez, si vous avez déjà roulé, si vous roulez sur des motos plus puissantes, il sera difficile d'obtenir de la satisfaction avec 74 chevaux provenant de 2 cylindres. On rigolait même en disant que ça n'a finalement aucune importance sur quel rapport on roule en ville, parce que tu ouvres les gaz et il accélère de la même façon, que ce soit à mi-régime ou en haut, et ça se vérifiait aussi un peu sur circuit. Très souvent, il valait mieux entrer dans le virage avec un rapport supérieur, en sachant que ce couple, ces 67 Nm, allait nous sortir de ce virage et qu'on n'aurait pas besoin de s'embêter à changer de vitesse. Donc encore une fois, pour ceux qui ont déjà roulé sur des motos plus puissantes, eh bien il n'y a pas de puissance, mais pour ceux qui viennent de motos plus petites, franchement c'est vraiment sympa d'avoir justement ce couple au milieu et on n'a pas besoin de faire monter le moteur dans les tours pour qu'il avance. Si on fait des erreurs ou tout simplement si on n'a pas envie de jouer avec ou de s'embêter à changer tout le temps de vitesse, eh bien on peut justement rouler sur ce couple intermédiaire. Rouler, comme je le dis, pour une satisfaction totale, il manque ce petit plus, vous savez, cette poussée plus forte à la fin, parce que là, ça avance de façon très linéaire tout le temps. La boîte de vitesse est la même que sur le Roadster. Tout est sympa, vraiment sympa. Et si on devait juger d'un point de vue sportif, eh bien la boîte de vitesse qui fonctionne n'est tout simplement pas ultra rapide ni ultra légère à l'utilisation. Le quick shifter fonctionne vraiment très bien. Le seul inconvénient, c'est que... Mais ça, il faut encore que je vérifie quand j'écrirai dans le magazine. Mais il semble que si on inverse l'ordre des vitesses, par exemple pour passer les rapports vers le bas, comme sur circuit, alors le quick shifter ne fonctionnera plus. Il faudrait peut-être changer sa polarité ou quelque chose comme ça, non? On dit bien polarité? Je ne sais pas. Corrigez-moi si je me trompe, mais tout cela se produit au moment où l'on veut vraiment rouler sur circuit et inverser l'ordre des vitesses. Et à ce stade-là, si on veut déjà inverser les rapports sur une telle moto, on trouvera sûrement un moyen d'y installer un quick shifter, ou alors on se tournera simplement vers les pièces G8R dont il y a pas mal, et avec cette moto, on peut vraiment se faire une super machine de course. Malheureusement, je la regarde, je bave devant cette moto, parce que j'aimerais l'essayer avec des suspensions Öhlins, et voir ce que ça donne, car j'étais convaincu que ce cadre en acier ne serait pas assez rigide pour rouler vite. Elle se débrouille vraiment bien avec cette suspension, et je ne vois aucune raison de la harceler. Je me demande à quoi cela ressemblerait sur Olin. Je suis curieux. Malheureusement, il n'y a qu'une seule machine comme celle-ci, et ils ont dit que je ne pouvais pas la conduire car tout le monde en voudrait une bientôt. Super. Bon, peut-être la prochaine fois, un jour, quelque chose. Donc pas d'électronique. Vous savez, je dis qu'il y a de l'électronique, c'est génial. Vous écrivez des commentaires du genre « Hey, cette électronique c'est nul, ça tue le plaisir ?» Eh bien voilà le plaisir. Sauf qu'ici, il n'y a pas de contrôle de traction. Le quick shifter ne fonctionne que dans un seul sens. L'ABS est très basique, on ne peut pas le désactiver, c'est un peu dommage. Et donc, pour ceux qui savent conduire, c'est cool. Pour ceux qui ne savent pas conduire, ils apprennent. Donc un contrôle de traction, par exemple pour les conditions humides, ne serait pas mauvais sur cette moto. Mais bon, ça aurait de nouveau fait grimper les coûts, parce que comme l'a dit le monsieur de chez Yamaha, il a raison, on pourrait concevoir toute la moto à partir de zéro, mais les coûts de développement seraient si élevés que le prix grimperait immédiatement. Et cette moto est censée coûter un peu plus de 40 000 zlotys. Il me semble toujours que ce n'est pas rien, mais nous savons tous que les prix augmentent. Mais pour ce prix, on a une moto qui offre vraiment un spectre d'utilisation assez large et, contrairement à la R3, et attention, à l'Aprilia, j'y viens justement. Il ne sera pas nécessaire d'y investir davantage pour rouler sur circuit. Avec l'Aprilia, c'est le cas. Elle est géniale, une vraie bombe. Je fais la comparaison parce que ce sont les deux nouveautés les plus en vue, mais par exemple,
il faut changer l'amortisseur arrière pour pouvoir rouler plus vite sur circuit avec elle. Ici, cette moto, même si elle n'a pas non plus une suspension particulièrement sophistiquée, elle est tout simplement mieux équilibrée. Je dis toujours que les Japonais savent faire cela, qu'ils fabriquent des motos qui sont simples sur le plan de la conception, mais ils possèdent un tel savoir-faire et investissent tellement d'énergie dans les tests et les réglages de ces motos que même si la suspension est relativement simple, à l'arrière, on ne peut régler que la détente et la précontrainte du ressort. Cela n'a finalement pas d'importance. Qu'importe au final, puisque ça fonctionne tout simplement, que tout est si bien équilibré, que tout s'accorde parfaitement. Ce cadre, ce bras oscillant, ces amortisseurs, tout cela fait que tu montes sur la moto et ça marche. Cette moto est ce qu'elle est, mais elle est suffisamment bonne pour rouler. Franchement, aujourd'hui j'ai vraiment roulé, j'ai fait de mon mieux, j'ai poussé la machine et je me suis super bien amusé. Je dois souligner que c'est cool qu'il n'y ait pas trop de puissance, parce que grâce à ça, on a pu mettre le phare dans la prise d'air. Dans la version de course, tout cela est entièrement recouvert, donc cette prise d'air n'en est pas vraiment une, car on n'a pas besoin d'autant d'air pour le mélange avec ce moteur spécifique. Donc au final, je suis pleinement satisfait de ce résultat. Vraiment une moto très chouette et agréable. Le confort, justement, c'est la question parce qu'à un moment donné, après avoir roulé, j'ai dit je ne vois pas l'intérêt d'une R7 alors qu'il y a la R3 qui est plus confortable et qu'il faut de toute façon faire monter dans les tours et garder les gaz ouverts pour qu'elle avance. Mais maintenant, j'ai une réflexion différente. Non, en fait non. C'est tout de même un pas en avant suffisant. Parce que après avoir roulé sur route, j'ai dit que la différence entre la R3 et la R7 pourrait ne pas être satisfaisante pour ceux qui voudraient changer de modèle. Mais après avoir roulé sur circuit, si. Ce pas est suffisamment grand. Cette moto est tout simplement capable de procurer beaucoup de plaisir sur des surfaces fermées. Et il roule à merveille sur le caoutchouc. Oh, eh bien c'est ce qui est le plus important. Je veux dire, je ne sais pas, mais pour beaucoup de gens, c'est probablement le cas. La bécane, c'est pas mal, certes, n'a pas énormément de puissance, on ne peut pas en tirer 300 à l'heure, peut-être pour lever la roue, mais une fois que tu la mets sur la première ou la deuxième, cette moto avance toute seule. Et c'est intéressant car c'est par exemple un autre avantage lorsqu'il s'agit de choisir une moto dans cette catégorie. Parmi toutes les motos de cette puissance, la R7 est tout simplement celle qui lève le mieux la roue. Super stable, on sent vraiment bien la poignée de gaz, l'injection fonctionne parfaitement sur cette machine, le frein répond instantanément, que ce soit pour lever la roue lentement ou rapidement, tout ce que tu veux, et même l'ABS, si on y va doucement et qu'on incline la tête, finit par se désactiver, ce qui permet de faire un peu glisser la moto. Sur la roue avant, ce cadre n'est peut-être pas assez rigide pour rouler de façon vraiment agréable comme ça. Il semble que cette moto ne soit pas très stable sur la roue avant, mais il me semble que le public cible ne va pas forcément faire de grosses topies avec cette machine. Bon, plus d'informations en ce qui concerne les solutions techniques. Les données techniques, comme d'habitude, seront probablement dans le magazine numéro 1 avec celui-ci. Sinon, elles sont disponibles sur le site du fabricant. En général, la bécane est vraiment top et, à mon avis, elle a vraiment une allure d'enfer. C'est juste que je ne sais pas, oui, je plaisantais en disant que je regarde à quoi ressemble cette moto, et tu sais, tu es là en ville, tu frimes un peu, tu la nettoies, puis tu la démarres, et soudain ça fait brrr, brrr, brrr. Vous vous attendez à quelque chose de différent. Mais sérieusement, il faut vraiment l'être, il faut être au-dessus de tout et profiter des motos qui nous aident à apprendre à conduire. Et c'est une moto sur laquelle on peut vraiment apprendre à très bien piloter, à la fois sur piste et dans la rue. Allez, j'accepte. Salutations. Salut.